herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Je te conseille de pas trop parler avec lui. Bah, tu peux te les garder, tes conseils. C'est quoi ton parfum? T'aimes pas? Si, si, j'aime beaucoup. 置いてやらないんですね。はい。家、大輔じゃないですけど。じゃあ、この人、誰なんですか？ La zone d'intérêt ou le quotidien glaçant d'une famille de nazis à Auschwitz, Laetitia Casta rayonnante dans Le Bonheur est pour demain et Eman, thriller multi-récompensé au Japon. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être là. Comme chaque mercredi, on va commencer donc avec le Grand Prix du dernier festival de Cannes en course pour les prochains Oscars. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, un film qui explore l'horreur sans la montrer en suivant Thomas le quotidien et la vie de famille de l'homme à la tête du camp d'Auschwitz. Voilà, c'est une libre adaptation en fait d'un roman de Martin Amis qui, ironie du sort, est mort et décédé le jour même de la présentation du film de Jonathan Glazer au Festival de Cannes. Le voici, Martin Amis. Alors, on suit ici la vie bien réglée de Rudolf Höss, c'est le nom de ce commandant du camp d'Auschwitz, et de sa famille, dans leur confortable maison, voilà, attenante au camp de concentration dont il a la charge, glaçant forcément. Regardez. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Alors Thomas, on voit bien ici que tout est suggéré et c'est vrai que la représentation de la Shoah sur grand écran est un exercice périlleux qui nécessite une morale intellectuelle et esthétique pointue. Qu'en est-il avec le film de Jonathan Glazer ? C'est marrant en voyant, enfin je dis c'est marrant, en voyant la bande-annonce, quand on voit tous les adjectifs, tous les superlatifs de la presse autour du film, il y a toujours comme ça, et c'est toujours un porte-à-faux par rapport à ce que le film est censé décrire. Bref, il faut quand même rappeler qui est Jonathan Glazer. C'est un ancien clipper star des années 90, Massive Attack, Radiohead ou encore Blur, et qui est devenu ensuite donc un cinéaste, pas forcément prolifique, puisque seulement 4 longs métrages en 23 ans, dont Birth ou encore Under the Skin, un film avec Scarlett Johansson absolument sidérant. Voilà, Glazer, c'est le chantre d'une esthétique très affirmée, faite à la fois de noirceur et d'élégance. Et donc là, effectivement, il met, on aura compris, tout son art au service du summum de l'immonde. Alors ce n'est pas sans poser problème, évidemment. Glazer prend le parti, on l'a compris, de laisser la barbarie complètement hors champ. Seul le son et une fumée noire, voilà, au fond du cadre, laissent entrevoir le massacre en cours. C'est un parti pris effectivement très fort. Et lui, il préfère donc filmer l'insouciance coupable de la famille de Rudolf Höss, dont la femme incarnée par Sandra Hüller, se soucie plus de l'achat de son prochain manteau de fourrure, on la voit ici, ou de ses vacances prochaines en Suisse, que évidemment des sorts des Juifs de l'autre côté du mur. Il est intéressant de noter, je parlais du son, qu'il y a un vrai travail. Il s'appelle Johnny Byrne, le sound designer de Jonathan Glazer. Il travaille aussi pour Yorgos Lanthimos, Jordan Peele ou encore Jonathan Glazer forcément. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes de Libération. Quand Jonathan Glazer a commencé à filmer, les équipes polonaises lui ont demandé: quand allez-vous filmer l'horreur ? Il leur a répondu: Johnny, donc le sound designer, va s'occuper de l'horreur avec le son. Voilà, donc il en résulte forcément un film clinique et froid comme la mort, fascinant et donc déroutant. Alors une avant-première du film a eu lieu ici à Paris en présence des 2 comédiens principaux, dont Sandra Hüller, donc, qui est nommée, je vous le rappelle, aux Oscars pour son rôle dans un autre film, Anatomie d'une chute. Et tous les 2, ils ont parlé de devoir, de mémoire, notamment auprès de la jeune génération. On les écoute. Les survivants des camps disparaissent peu à peu. Alors je pense que certains, surtout les jeunes, ne savent parfois pas trop de quoi il s'agit. Nous devons le leur dire. C'est plus important que jamais de parler de l'histoire.
Alors, devoir de mémoire, mais on l'a compris, la Shoah à l'écran a toujours suscité de vifs débats. Claude Lanzmann faisant évidemment figure du juge suprême. Ouais, juge suprême jusqu'à sa mort, donc en juillet 2018, le réalisateur de Shoah, donc le vraiment grand œuvre documentaire sur la question. L'avis de Lanzmann était sur toutes ses œuvres cinématographiques censées représenter donc l'Holocauste. Eh bien, on attendait effectivement son jugement. Ainsi, Spielberg et sa liste de Schindler en avaient fait les frais en 1993. Lanzmann accusant alors Spielberg d'avoir trivialisé l'Holocauste, de s'en servir en gros comme un décor. Alors avec Le Fils de Saul, des années plus tard, Laszlo Nemes qui vraiment nous plongeait vraiment en apnée dans un camp de concentration à côté d'un Sonderkommando, Lanzmann l'avait qualifié d'anti-liste de Schindler, qui avait donc valeur, on l'a compris, d'adoubement par d'autres. D'autres y avaient vu au contraire un exercice de style vain et suspect. Alors on peut se poser la question, qu'en aurait pensé Claude Lanzmann de cette zone d'intérêt? Est-ce que justement il aurait été satisfait par cette idée donc du hors-champ et donc de cette non-représentation qui donc n'aurait permis de ne pas trivialiser la Shoah? Il le disait d'ailleurs aussi sur un plateau de télévision en 93, de la rendre comestible, avec un brin provocateur. Voilà, donc on peut penser effectivement que ce parti pris l'aurait satisfait. Bon, on passe à toute autre chose. Cette fois, on continue à dérouler l'actualité dans les salles et les sorties avec le nouveau long métrage de Brigitte Si, Le bonheur est pour demain, avec Laetitia Casta, Damien Bonnard et Béatrice Dalle. Une histoire d'amour carcérale, celle d'une jeune femme à l'existence un peu terne qui va retrouver la folie de vivre aux côtés d'un homme condamné à plusieurs années de prison. Regardez d'abord la bande-annonce. Qu'est-ce qui se passe? Je te parle, alors t'arrêtes et tu me regardes, d'accord? Je reviendrai. Je reviens toujours. Ils vous ont fait baver, Claude. Non, c'est mes fils qui en bavent avec moi. Et toi, tu veux quoi? Je veux le revoir. Alors 30 ans. Putain, dans la tête, toi. Fais pas ce connerie. T'irais jusqu'où par amour, toi? Voilà, Brigitte Si et la prison, un monde en soi. Il faut savoir que la réalisatrice, qui est donc la mère de Louis Garrel et d'Esther Garrel, fruit de son union avec le réalisateur Philippe Garrel, a longtemps en fait donné des cours de théâtre dans le milieu carcéral. Et lors de ses ateliers, elle est donc tombée amoureuse. Elle s'inspire de sa propre Voilà, histoire. absolument. Elle est tombée amoureuse d'un détenu et elle a fini d'ailleurs par l'épouser. Louis Garrel était enfant à l'époque, expliquait qu'il n'avait pas pu assister au mariage puisque ça se passait dans les murs de la prison. Et Louis Garrel, eh bien, on a tiré un film presque autobiographique. C'était cette comédie L'innocent. Voilà. Et toutes les fictions d'ailleurs qu'a réalisé Brigitte Si tournent autour justement de cette idée de l'amour en prison. Les mains libres, l'astragale, et donc ce bonheur est pour demain. Et donc elle a confié à sa belle-fille, on l'a compris, le soin presque de la représenter. C'est donc Laetitia Casta, la femme de Louis Garrel, ouais. Voilà, qui est en couple avec Louis Garrel, comme une projection d'elle-même. Alors c'est forcément troublant. C'est ce qu'elle vous a dit en substance d'ailleurs. C'était il y a quelques mois déjà au Festival d'Angoulême où vous aviez rencontré donc Brigitte Si. Écoutez-la. C'est qu'un avantage. Pour moi, c'est qu'un avantage. Parce qu'il y a une confiance. Laetitia me fait confiance et je lui fais entièrement confiance. Et on s'entend très très bien. Donc c'est vraiment qu'un avantage. Voilà, Brigitte Si et Laetitia Casta pour Le bonheur et pour demain. On va passer à un thriller psychologique japonais, Man de Kei Ishikawa, une enquête trouble et troublante, Thomas. Voilà, autour d'un individu insaisissable. En fait, il faut savoir quand même que le Japon est le pays des évaporés. Vous savez, ces personnes qui décident... Je l'apprends avec ce film. Moi. Voilà, qui décident du jour au lendemain en fait, de disparaître. Ouais. Ils disparaissent complètement, ils veulent changer de vie, ils laissent vraiment plus aucune trace. Ils seraient 90 000 par an, ce qui est quand même énorme. Ouais. Alors, c'est peut-être l'homme qui a épousé justement l'héroïne sans le savoir, parce qu'à la mort de ce dernier, eh bien, elle se rend compte qu'elle ne savait finalement rien de l'identité réelle de son conjoint. Donc, elle décide d'enquêter, elle se fait aider par un avocat. Regardez.
Alors, vous m'aviez déjà accroché avec l'histoire de ces évaporés, mais à regarder les images, ça a vraiment l'air captivant. Ouais, c'est captivant, c'est dans la façon qu'a le réalisateur en fait de recomposer sans cesse son film et de jamais l'installer dans un genre. Donc on commence avec une première partie qui serait presque comme une espèce de réflexion vertigineuse sur l'humanité, mais surtout presque une comédie presque sentimentale. Et après ça tourne, ça vire au thriller psychologique, ça devient de plus en plus angoissant, comme si le film, à l'image de cette identité perdue, cherchait lui-même son identité. Tout ça est extrêmement maîtrisé, ce qui produit comme ça une espèce de tension assez intéressante. Puis il faut noter que c'est le grand vainqueur des Oscars japonais. Le film a tout gagné. Et savez-vous comment on appelle les Oscars japonais? Non, vous allez me le dire, j'en suis sûre. Academy Show. Et ben moi, ça me donne envie d'aller voir le film. On va terminer avec un film d'animation autour de la vie de l'auteur de La Joconde, Léo, de Jim Capobianco, avec les voix françaises d'André Dussolier, Marion Cotillard ou encore la chanteuse Juliette Armanet. Voilà, juste dire que le réalisateur n'est pas un bleu, puisqu'il avait failli emporter l'Oscar pour le scénario de Ratatouille, ce qui n'est pas rien. Proche des studios Pixar, il avait aussi participé à la création de Wall-E, de Coco ou encore de Vice Versa. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de nous raconter à l'aide de petites marionnettes la vie tumultueuse de Léonard de Vinci et notamment sa période à la cour de François Ier, donc en France, où il va essayer de percer les fondements de l'âme humaine. Voilà, c'est à partir de 7 ans. C'est hyper novateur, c'est drôle, c'est sensible et c'est surtout très intelligent et complexe. Allez-y avec des enfants. Donc, merci beaucoup Thomas, à très bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Léo ou la vie de Léonard de Vinci à hauteur d'enfant. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux? Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire.